J'ai appris récemment qu'un ami à moi avait, le mot qui a été utilisé est violé une fille il y a 5 ans. Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué, le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Lola, 27 ans, qui se pose des questions et voit son groupe d'amis être tiraillé par la découverte d'une agression sexuelle commise par l'un d'eux il y a quelques années. Bonjour Lucille, je m'appelle Lola, j'ai 27 ans et je suis, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai appris récemment qu'un ami à moi avait, le mot qui a été utilisé est violé une fille il y a 5 ans. Et ça a provoqué beaucoup de disputes dans un groupe d'amis. Entre ceux qui ont tout de suite accusé mon ami et ceux qui ont essayé de minimiser la chose en disant que comme d'habitude, qui ont un peu pris le parti du garçon plutôt que de prendre le parti de la fille. Et moi je suis un peu perturbée par la manière dont les choses se sont déroulées, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis, surtout d'amis masculins en fait, étonnamment, qui ont presque fait une chasse aux sorcières contre ce type, qui ont détruit sa vie. Ça a eu comme conséquence que cet ami fasse une tentative de suicide. Il a terminé à l'hôpital. Qu'ils appellent ça du chantage affectif, je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Je crois tout à fait le témoignage de la fille, je croirais toujours quand une nana dit qu'elle a été abusée, parce que j'ai la sensation qu'il s'agit plus d'un abus. Les mots sont délicats. Et vient aussi se poser la question du fait que c'était il y a 5 ans, entre-temps il a trouvé une copine, que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils sont heureux. Elle voyait pas la chose, elle était pas du tout au courant de cette histoire. Et ça a tout remis en cause. Il y a une question de morale en disant, est-ce qu'on peut pardonner cet acte ou est-ce qu'il faut le dénigrer, l'ignorer. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lucille? Chère Lola, qu'est-ce qu'un violeur ? Est-ce qu'on est un violeur à un moment fini ou est-ce une marque qu'on porte ensuite toute la vie ? Est-ce que, selon les statistiques, une quantité impressionnante d'hommes ne seraient donc pas des violeurs, parfois même sans le savoir ? Est-ce que c'est à nous, les femmes, de trier ainsi nos connaissances masculines ? Et même avant ça, qu'est-ce qui nous permet d'être totalement sûrs que ces hommes n'ont pas déjà violé ? Je crois que votre question est compliquée, parce qu'elle implique la morale et les positions de tout un chacun. Mais je crois aussi qu'on ne se protège pas des violeurs ou de leurs vilaines marques du crime en les ostracisant. Je crois que beaucoup d'hommes violent sans le savoir, parce qu'ils imaginent qu'il est impossible de violer sa femme, par exemple, ou parce que leur éducation et la société leur ont dit que leur geste était ok. Comment leur fait-on comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait pour les empêcher de recommencer ? Quand on éduque un enfant, on sait que certaines punitions sont vues comme injustes, et que donc le travail pédagogique n'est pas réellement fait. L'enfant ne tire aucune leçon de la situation, parce qu'il est focalisé sur ce qu'il vit comme une injustice. Je crois qu'avant de virer cet homme de votre groupe d'amis, il est important de parler avec lui, de comprendre ce qui s'est passé et comment il a évolué par rapport à ça. Et puis rien ne vous dit en réalité qu'il ne se cache pas un autre violeur parmi votre groupe et que le tort de cet ami serait uniquement que son histoire soit devenue publique. Je pense que le fait de punir par la honte et l'exil les hommes dont on connaît les crimes n'incite pas les autres à réfléchir sur eux-mêmes et à parler de leurs abus. Une partie des hommes vivent en imaginant que les agresseurs ne sont que les autres, jamais eux. Et d'autres vivent en espérant que jamais leur histoire et leurs écarts ne deviennent publics. En même temps, aucune chance que cet ex se mette subitement à parler, après des années à l'avoir fait passer pour une folle, ou que cette fille un peu bourrée en soirée, et dont on ne se rappelle même plus du prénom, ne débarque par surprise.
Personnellement, parce que j'ai 35 ans et que j'ai côtoyé de nombreux hommes, mais aussi parce que je suis fatiguée de faire semblant de tomber de ma chaise à chaque call-out, je range naturellement tous les hommes dans la case des agresseurs. Dans mon expérience, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, les hommes hétérosexuels ont, dans leur rapport aux femmes, tendance à prendre de la place, à chercher à écraser, à prendre le contrôle. Chez certains, ce sera sur des détails qu'on trouvera mignons ou qu'on moquera gentiment. Chez d'autres, ces batailles d'ego pourront conduire à des abus physiques ou psychologiques. Et ce rapport de lutte est épuisant. C'est comme ça que je vois aujourd'hui les rapports entre les hommes et les femmes hétérosexuels. Mais là où je fais une différence entre ces hommes, c'est dans leur attitude par rapport à cette position d'agresseur. L'homme en question regarde-t-il en face les fois où il a pris la mauvaise décision? Exprime-t-il des regrets? A-t-il décidé de changer? Est-il engagé sincèrement pour les femmes et pour que les autres hommes ne reproduisent pas ses propres abus? Il n'est pas question ici de victimiser les agresseurs, ou de développer plus d'empathie pour eux que pour leurs victimes, mais bien de responsabilité et d'engagement. Est-ce qu'un agresseur qui reconnaît son geste et s'amende vaut plus qu'un agresseur qui se cache? Je crois que oui. Mais il est impossible de savoir si cet homme ne recommencera jamais, ou s'il ne commettra pas d'autres abus. Ça, c'est un fait. C'est à vous de décider si vous avez confiance en lui. Il existe une expression qui dit « Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. » Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous souhaitez lui donner cette chance. Pour parler de groupes d'amis, et en particulier de relations entre les hommes, j'ai rencontré l'autrice et militante Daisy Le Tourneur. Elle est aussi la créatrice du blog La Mexpliqueuse. Selon vous, qu'est-ce qui rend parfois les groupes d'hommes amis ensemble toxiques ? En fait, le problème, c'est que la masculinité, c'est un concours de beats permanent où on va avoir une relation de compétition entre tous les hommes en permanence et qui va se jouer sur des choses qui sont assez toxiques. Ça peut être sur le sexe, mais ça peut être aussi assez souvent sur la prise de risque et sur parfois même qui est le plus gros connard, disons-le. Et du coup, ça crée des environnements où on va s'entraîner les uns les autres à toujours aller plus loin, toujours plus se vanter. Et c'est vraiment ça qui fait que quand les hommes sont entre eux, en fait, il peut y avoir des dynamiques assez dangereuses. Pourquoi la communication, qui est quand même une valeur importante, ne semble pas être simple et évidente dans le cadre des amitiés masculines ? Le problème, c'est qu'en fait, la communication entre les hommes, elle peut pas se faire, en tout cas rarement, directement sur les sentiments, parce que les hommes n'ont pas une grande palette de sentiments à exprimer. Ils connaissent bien la colère. Celle-là, elle est acceptée. On a le droit de montrer qu'on est en colère. Et par contre, la tristesse, la compassion, tout ça, c'est quand même un peu un truc de fille ou de gay. Donc, on le cache. J'ai vu une statistique récemment partagée par une généraliste qui montrait que une certaine fracture d'un os du poing, me demandez pas son nom, elle est plus répandue chez les hommes. En fait, c'est 85% de ces fractures sont chez des hommes parce que en fait, quand ils sont en colère, ils frappent un mur, ils frappent quelque chose. Alors, c'est mieux de frapper un mur que de frapper une femme, mais ce serait encore mieux d'en parler, en fait, d'exprimer sa frustration de manière un peu plus douce. On valorise dans la société, même dans la culture, dans la pop culture, des valeurs d'amitié virile, en particulier avec la culture du bros before hoes, qu'on entend beaucoup dans les films, les séries télé. Et pourtant, il semble y avoir un peu d'études sérieuses et de témoignages sur le sujet de l'amitié masculine. Pourquoi, selon vous ? C'est surtout en France, en fait, qu'il y en a peu. Dans le monde anglophone, il y a pas mal de travaux comme ceux de la psychologue Carol Gilligan ou de la sociologue Rewin Connell qui s'intéressent à ça depuis des décennies et qui commencent seulement à être traduites en France sous l'impulsion d'un intérêt pour les masculinités qui est venu des militantes féministes principalement, notamment à travers le podcast Les couilles sur la table. Il y a eu des réactions d'hommes dans un premier temps qui se sont dépêchés de s'engouffrer dans cette volonté de présenter un homme nouveau, de dire il faut réparer les hommes, il faut changer quelque chose, il y a un problème. Et c'était pas toujours très bien, mais aujourd'hui on a des choses assez intéressantes. Je pense notamment au livre de Valérie Rey-Robert qui s'appelle Le sexisme est une affaire d'hommes et que je trouve génial.
Est-ce que vous auriez d'autres conseils culturels, donc ça peut être des livres, des podcasts, des séries télé, à donner aux personnes qui seraient curieuses du sujet, à la fois la masculinité toxique, mais aussi des dynamiques de groupe d'amis? Alors, c'est pas directement sur la masculinité toxique et les groupes d'amis, mais il y a cette BD qui s'appelle Peau d'homme, qui est sortie l'an dernier, dont les auteurs s'appellent Hubert et Zanzim, si je me trompe pas, qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui peut revêtir une peau d'homme et se glisser parmi les hommes en Italie pendant la Renaissance, et qui va du coup découvrir à la fois un monde où les hommes sont entre eux et peuvent parfois avoir des comportements toxiques et toutes les injustices qui vont avec. Il se trouve aussi que c'est un monde où il y a beaucoup d'homosexualité masculine. Je pense que c'est une activité qu'on ne peut qu'encourager pour les hommes qui aiment tellement passer du temps entre eux. Au moins, quand ils font ça, ils font pas du mal aux femmes. Très très bonne conclusion, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir la série télé Grand Army, disponible sur Netflix. Elle est librement adaptée d'une pièce de théâtre qui vient d'être éditée sous le titre de Grand Army par Hachette. Ces œuvres évoquent une agression sexuelle qui se déroule parmi un groupe d'adolescents et les conséquences de celle-ci sur les différents personnages et leurs relations interpersonnelles. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.